Il a été un des ministres les plus redoutables du gouvernement Bourassa des années 70. Bonjour, M. Choquette. M. Choquette, vous avez grandi dans une famille d'avocats, mais qu'est-ce qui vous a attiré à la politique et aux libéraux, finalement? Mon instinct naturel. Ah oui? Oui. Je me rappelle qu'en 1935-1936, j'avais à peu près 8 ans. Lorsque j'avais entendu les politiciens discourir à l'époque, parce qu'il y avait une élection entre le Parti libéral de M. Taschereau et l'Union nationale de M. Duplessis, et il y avait aussi les activités de l'Action libérale nationale, qui était un groupe dissident du Parti libéral, mécontent des vieux qui étaient là et qui les précédaient. Et j'entendais ces discours à la radio et j'allais à la campagne. Mon grand-père était conseiller législatif, d'ailleurs, du Parti libéral depuis 1910. Il a même siégé dans cette salle ici et j'entendais beaucoup parler de politique et même dehors où il habitait, là, à Saint-Hilaire, sur le Richelieu, à l'extérieur de l'église, sur le parvis de l'église. Il y a eu des assemblées contradictoires après la messe entre les partisans des différents partis. Je voyais tout ça et ça m'avait allumé en quelque sorte intérieurement à la politique et j'avais dit plus tard j'en ferai. La politique se faisait différemment de nos jours. C'était toute autre chose. Écoutez, c'était avant la télé. Il y avait seulement la radio un peu, parce que la radio datait des années 1920. Donc, j'ai entendu, je me rappelle peut-être plus tard, Duplessis qui faisait des assemblées publiques et puis qui parlait et dont on transmettait des discours par la radio. Mais les moyens de communication, c'était les journaux ou la radio. Et qu'est-ce qui vous a amené chez les libéraux? Bien, parce que je venais d'une famille libérale, des deux côtés, pourrais-je dire. Comme je l'ai dit, mon grand-père, le docteur Ernest Choquette, avait été conseiller législatif libéral. Et puis mon autre grand-père, le père de ma mère, s'appelait Amédée Geoffrion, était avocat et il avait été député de Verchères, sans jamais devenir ministre sous le gouvernement de Paul Gouin. Plus tard, il est devenu juge municipal à Montréal. Mais je venais d'une famille où on baignait dans l'atmosphère libérale. Est-ce que vous avez été influencé par M. Lapalme ou M. Lesage? Plus tard, bien oui, naturellement, par M. Lapalme, parce que quand je suis devenu jeune avocat, j'étais vivement intéressé. J'ai participé aux activités du Parti libéral. Je suis même devenu président de la commission politique du Parti libéral dans les années 58, 59, 60, juste avant ou après que le gouvernement Lesage a été formé en 1960. Mais j'avais suivi M. Lapalme antérieurement à son départ comme chef, parce qu'il a été remplacé par M. Lesage, comme on le sait, à la fin de sa carrière. Parce que M. Lapalme avait un petit problème de communication. C'était un homme trop austère, trop rigide. C'était pas un homme populaire, bonasse, joker, pourrait-on dire. C'était un homme, un intellectuel, vraiment. Mm-hmm. Et bien, c'était un homme remarquable et qui a mis le Parti libéral sur la bonne voie. Et je me rappelle que c'est lui qui avait lancé le slogan « Être libéral, c'est être socialement juste », ce qui définissait son concept du libéralisme à l'époque, et que M. Lesage a repris sans sourciller, sans s'en faire, parce qu'il était moins idéologique que peut-être que M. Lapalme, puis en même temps, il voyait bien l'intérêt de diriger le parti de ce côté-là pour faire des réformes au Québec, pour sortir peut-être du vieux conservatisme qui prévalait depuis je ne sais pas combien d'années. Comme vous étiez dans le circuit politique, avez-vous été tenté d'être candidat soit en 60 ou en 62? Non, pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune avocat, et puis ma carrière d'avocat était importante pour moi, dans le sens que j'aimais le droit, j'avais été élevé, mon père était avocat, m'avait
en somme, initié. J'avais été à l'université. Et pour moi, le rôle de l'avocat, c'était comme avoir deux cordes à son arc par rapport à celui d'être politicien. Je me rendais compte que pour être un bon politicien, il fallait quand même avoir un peu d'assises, soit dans une profession, soit au point de vue d'argent. Aller dans la politique et être pauvre, comme la Galle, malgré que les salaires des députés et des ministres sont maintenant très convenables, mais ce n'était pas une bonne situation parce que c'est trop précaire. Les incertitudes de la politique sont telles que vaut mieux avoir un certain bagage ou une accumulation d'expérience et même d'argent un peu pour pouvoir passer à travers. Alors, c'est comme ça que je m'étais dit, dans mes premières années, je vais me futer dans ma profession. Je vais m'affirmer. Et c'est ici que je l'ai pratiqué pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'en 1966, on m'a offert de remplacer M. Lapalme comme député d'Outremont, où j'habitais et où j'avais été assez actif dans le parti. Comme orateur, j'allais dans les campagnes politiques à droite, à gauche, un peu partout, mais c'était ça mon expérience vécue. Mais j'en ai reçu un certain crédit parce que quand le comté s'est ouvert, parce que M. Lapalme avait décidé de ne plus vouloir se représenter dans Outremont, pour des raisons qui découlaient d'un conflit avec M. Lesage sur la place du ministère des Affaires culturelles dans la politique gouvernementale générale. Et c'est comme ça que le comté s'est ouvert à la dernière minute. Et là, l'association du comté, ils m'ont en somme nommé ou plébiscité comme étant le candidat. Est-ce qu'il y a eu une assemblée d'investiture ou si c'est M. Lesage qui vous a désigné? C'est l'association libérale d'Outremont qui a dit « c'est lui qu'on veut ». Ah oui. Et puis M. Lesage a dit « si vous le suggérez, je le prends ». Et moi, j'ai été rendre visite à M. Lesage, à M. Lapalme, pour lui montrer que je ne voulais pas prendre son siège. Je vais chez lui. Il dit « c'est pas tellement que je suis pour vous comme mon successeur, mais je suis contre l'autre. » Il m'a dit une phrase aussi bête que celle-là pour qui que ce soit. Pas pour moi, mais pour... C'était pas bien diplomate de dire une telle chose. C'était un homme qui était comme ça. Il était plus d'une pièce. Ça a été une campagne facile pour vous? Facile, puis gagné d'avance, je dirais. Et le gouvernement libéral a été défait en 1966. Vous avez été élu pour la première fois. Est-ce que ça vous a déçu de voir que c'était l'opposition qui vous attendait? Ça ne m'a pas déçu parce que je ne m'attendais pas à avoir aucun poste ministériel. Je ne m'attendais pas. J'étais un jeune débutant, en fait. J'avais tout à apprendre de la politique. Je commençais. Même en réalité, c'était ce qui m'a aidé beaucoup avec M. Bourassa, avec M. Dr. Goldblum, avec M. Tetley peut-être et d'autres. Le fait d'être élu dans l'opposition, vous voyez, vous expérimentez la politique, mais sans le risque de vous casser la gueule irrémédiablement. Est-ce que vous aviez un dossier particulier comme critique? Bien, j'avais été obligé de me chercher quelque chose, et puis vu que j'avais un doctorat en sciences économiques que j'avais acquis à Paris après mes études de droit, je m'étais intéressé à l'habitation puis la construction. Et, parce que personne n'en voulait de ce sujet-là. Je n'étais pas pour prendre la justice, il y avait Claude Wagner qui était là. Je ne pouvais pas prendre la santé, je ne connaissais rien en médecine ou en administration hospitalière. J'ai pris ce qu'il y avait. En 1967, au Parti libéral, il y a un congrès très important où on parle de constitution. C'est un sujet qui revient régulièrement. Mais à ce moment-là, c'est le départ de René Lévesque. Et comment vous avez vécu cette période-là? Bien, j'ai vécu cette période-là dans le sens suivant. Je voyais que M. Lévesque était insatisfait du contexte dans lequel l'élection de M. Johnson s'était produite en 1966, date où j'étais devenu député. Parce que, suivant ce que l'on reprochait, et peut-être que M. Lévesque reprochait à Lesage, c'est d'avoir fait la campagne de 1966 sur la personne de M. Jean Lesage. Mais quand M. Lévesque a développé sa théorie constitutionnelle de la souveraineté association,
Là, il posait la question sur le plan des principes. Est-ce que... Moi, je vais vous dire que personnellement, je n'ai jamais cru à la séparation comme une chose possible ou souhaitable. Pourquoi? Je regarde la carte du Canada. Je vois que c'est une vaste tarte où il y a 5 éléments. Il y a l'Ouest avec la Colombie-Britannique, il y a l'Ouest avec la Saskatchewan, l'Alberta, le Manitoba, il y a l'Ontario et le Québec qui sont au centre, et il y a l'Est avec les Maritimes et maintenant Terre-Neuve. Comment peut-on penser raisonnablement, quels que soient nos sentiments, quelle que soit l'intensité de notre corde nationaliste, comment peut-on penser qu'on va prendre un morceau central de cette tarte et se séparer et dire qu'on va fonctionner avec les autres? C'est politiquement et géopolitiquement impossible. Les autres pays de la Terre seraient absolument opposés à ça. Alors, je ne pouvais pas abonder et aller dans ce sens-là. C'est comme ça que, remarquez, je ne vais pas nous donner juste le bénéfice d'une bonne analyse. J'avais mon intérêt aussi. J'étais député d'un comté qui était mixte, il y avait français-anglais. Donc, je pensais à mes élections, à mon électorat aussi. Je n'essaie pas de me beurrer puis montrer plus fin que j'étais. Mais c'était ça le fondement de mon raisonnement. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une erreur. Depuis l'élection de 66, contestation de M. Lesage, c'est continué jusqu'à son départ en 68-69. Est-ce que c'était prévisible, selon vous, le départ de M. Lesage? Bien, c'est-à-dire il y avait l'âge aussi qui jouait, parce que je pense qu'il arrivait vers l'âge d'à peu près 63, 64 ans. Je ne veux pas dire que c'est vieux, parce que quand je me regarde, c'est pas si vieux que ça. J'ai 80 maintenant. Mais le point est le suivant, c'est que tout le monde fait ça, fait son temps. Mais à l'époque, je pense que même si quelqu'un a tiré la plug sur lui, là, il était temps qu'il parte pour laisser la place à des plus jeunes, tels que M. Bourassa. Et dans quel camp vous étiez rangé? Parce qu'il y avait M. Wagner, M. Bourassa et M. Laporte. Oui, j'ai appuyé M. Bourassa moi-même. Je ne pouvais pas beaucoup appuyer Wagner parce que j'aimais pas beaucoup sa rigidité, son style, et puis en même temps, puis pour Laporte, c'était un parlementaire extraordinaire, mais je ne voyais pas en lui une personnalité éclatante et innovatrice comme celle de Bourassa. Donc, mon choix allait vers Bourassa. Et en plus de ça, Bourassa, vous avait fait des études en sciences économiques, moi-même aussi. Bourassa était assez ouvert au point de vue social, tout comme moi. Ça nous a rapprochés. Et même, je dirais que quand je suis devenu ministre de la Justice et que j'ai apporté beaucoup de réformes, j'ai jamais eu de résistance vraiment de M. Bourassa. Au contraire, j'ai eu son appui. Et cette élection de M. Bourassa à la direction du Parti libéral, est-ce que vous sentiez à ce moment-là un courant favorable pour les élections générales qui s'en venaient en 70? Bien, c'est-à-dire, je ne sentais pas nécessairement un courant favorable, mais je sentais un courant défavorable à l'Union nationale, par exemple. Bien, vous savez qu'en politique, on ne gagne pas toujours sur ses mérites. C'est souvent l'adversaire qui s'est battu lui-même. Mais l'Union nationale, c'était un vieux parti qui avait fait son temps à ce moment-là. Et vous, M. Choquette, comment vous avez appris votre nomination au Conseil des ministres? Je l'ai appris de M. Bourassa. Bon, il vous a téléphoné comme son habitude? Non. C'est qu'on avait tous nos bureaux ici, là, sur, je pense, je ne me rappelle pas, c'est le 2e étage du Parlement. Et puis, là, tout le monde attendait. Et puis, mais je suis appelé par M. Bourassa, puis là, il m'offre la justice, naturellement. J'étais très content parce que c'était ma profession. J'étais heureux aussi, comment je peux le dire, d'avoir un ministère d'une telle envergure. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Et il vous a donné aussi un autre ministère, les institutions financières, pendant quelque temps. Ben oui, il m'a demandé, en deuxième lieu, est-ce que tu veux prendre les institutions financières? Je n'ai pas de ministre à désigner à cet endroit-là.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ministre qui était apte à prendre ce ministère un peu technique, parce que ça regarde les compagnies d'assurance, la finance, enfin tout ce qui regarde un peu l'économie, mais du point de vue légal. Alors, il m'a demandé si je voulais le prendre. J'ai dit oui, mais j'ai été très, comment je veux dire, ministre superficiel aux institutions financières, je dois l'avouer, parce que j'étais trop pris dans la justice. La justice, c'était accaparant. C'était le plus gros ministère du gouvernement au point de vue nombre de fonctionnaires. Au point de vue service, on avait 50 départements ou services à administrer. C'était énorme. Mais heureusement, j'ai surnagé pendant 5 ans. Et puis, j'ai pu aussi en même temps faire des choses assez intéressantes. Quelle réforme vous vouliez vous attaquer en arrivant là? Bien là, j'étais plein de bonne volonté, comprenez-vous. Je n'étais pas le ministre dur là, que vous allez voir dans une photo où j'ai le casque des policiers en plastique. J'étais comme une bonne pâte, un bon gars, tu sais. Je voulais faire juste du bien autour de moi, pas de rigidité exagérée. Je voulais être le libéral par excellence, c'est ça. Et même, je vous dirais qu'il m'est arrivé une chose à ce moment-là, mais qui m'a sauvé peut-être la vie politique plus tard, c'est que le soir même de la sermentation, j'étais dans mon bureau, qui était à l'extrémité de l'aile où se trouvait le premier ministre. C'est-à-dire qu'on avait des bureaux qui communiquaient par le même corridor. Donc, la justice puis le premier ministre étaient plutôt en symbiose, pourrait-on dire. Paul Desrochers, qui était l'éminence grise de Bourassa, qui avait été son promoteur politique, son organisateur principal, peut-être son recruteur d'argent aussi pour sa campagne électorale. Paul Desrochers vient me voir le soir de mon assermentation. Il me dit, et tu sais, notre ami, je vais le nommer parce qu'il n'a rien fait de mal, Israël Lefrançois. C'était un gars, un organisateur politique du Parti libéral de longue date. Il dit, tu sais, il faudrait bien donner une coupe de licence à Israël, parce que la justice contrôlait les permis d'alcool. C'était un de nos 50 ou 75 services ministériels. Là, j'ai dit à Paul, Paul, je regrette, mais les règles du jeu viennent de changer à partir de tout de suite. Il n'y en aura pas d'émission de permis par favoritisme. Ça va tout se passer dans la légalité. La face y a tombé. Je pense qu'il devait se dire intérieurement, mais quelle sorte de ministre de la Justice qu'on a nommé là? C'est un gars épouvantable. Puis finalement, j'ai mis en place les règles qui ont fait que c'était sur le mérite que les gens avaient le droit des permis d'alcool. Parce que la PEG était trop impliquée un peu partout là-dedans. Ils étaient propriétaires de 30 des bars à Montréal. Ils contrôlaient tout ce domaine-là. Donc, en posant ce geste initial, j'ai empêché le développement ultérieur d'un agrandissement de la PEG dans le domaine. C'est très intéressant, M. Choquette. On continue la semaine prochaine. Très bien, merci. Bien, je ne l'avais pas vu venir. Je l'attendais quand même, parce qu'aussitôt que je suis devenu ministre de la Justice, les bombes ont commencé à éclater dans les boîtes à lettres de la ville de Westmount. Tu sais, c'était une manière pour le FLQ de montrer de faire peur, peut-être à l'élément anglophone. Et puis, on a aussi, durant l'été, il y a eu des choses qui ont été portées à mon attention par la police sur des menaces de prise d'otage du consul d'Israël, d'un autre diplomate ou autre. Et puis jusqu'à temps, mais donc, on n'a pas eu d'avertissement avant que M. Cross soit pris en otage, là. Et là, on se concertait, bon, on échangeait des points de vue. Je dois vous dire que pour le moment, dès cette époque, j'étais fermement opposé à toute négociation sur les conditions que nous faisait le FLQ pour relâcher M. Cross. On nous demandait des lingots d'or, on nous demandait de leur permettre de s'en aller en Algérie ou à l'étranger, je ne me rappelle plus. On nous demandait de libérer ce qu'ils appelaient 25
prévenus politiques, c'est-à-dire 25 de leurs membres qui avaient été condamnés par les tribunaux pour des meurtres, pour des attentats de toutes sortes, pour des vols de banques, de caisses populaires. En d'autres mots, ils nous demandaient de balayer tout ce que le système judiciaire avait accompli pour réprimer ce mouvement de violence qui était le FLQ depuis 1963. En revenant à mon bureau, j'apprends que M. Laporte a été kidnappé. Ouh! Ça, c'est un coup dur, parce que c'était un de nos collègues. Puis en même temps, c'est un Québécois. C'était pas juste un diplomate étranger dont on servait comme otage. C'était beaucoup plus proche de nous. Puis là, en plus de ça prouvait en quelque sorte mon insuccès temporaire, si je peux m'exprimer ici, parce qu'en refusant, puis en essayant de les rappeler au bon sens puis à la réalité, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne voulaient rien comprendre, ces gens-là. Eux, ils étaient pris dans un système gauchiste national. Mais là, c'est là, à ce moment-là, que ça devient une crise gouvernementale générale. Et là qu'on se réunit avec M. Bourassa, l'édifice de l'Hydro-Québec, et puis qu'on délibère, puis qu'on reçoit la lettre de M. Laporte, puis que là, beaucoup de gens s'essayent à l'interpréter, voir si on ne trouverait pas des indices à l'effet que, ou des indices de l'endroit où il se trouvait. On délibère ensemble, les ministres. Et toute la question, quelle attitude prendre devant cette nouvelle menace? Vous savez, des mesures d'exception, ça ouvre souvent la porte à des abus de pouvoir. Surtout dans une période effervescente comme celle-là. Surtout dans un moment où la police est débordée. Et là, M. Bourassa m'appelle et il me dit, veux-tu aller offrir les condoléances du gouvernement à Mme Laporte et ses frères et toute leur famille, qui étaient d'ailleurs toutes là au Reine-Élisabeth. Alors là, une chose très, très difficile pour moi de raconter, mais j'ai dû aller rencontrer Mme Laporte puis lui exprimer nos sympathies puis nos regrets devant ce qui s'était produit. Et, naturellement, étant donné ma position dans tout ce débat, je ne sais pas que je me condamnais moi-même, mais je sentais le poids de la responsabilité. Distinguons les deux moyens. Prenons l'armée. Est-ce que le gouvernement québécois a été critiqué parce qu'il avait fait appel à l'armée à l'occasion de la crise d'Oka? Non. L'armée est là pouvant prêter son assistance aux autorités civiles, c'est-à-dire les autorités provinciales, si l'armée est appelée à venir secourir dans des difficultés vécues, que ce soit des crises, des catastrophes publiques, des difficultés, des conflits, etc. Donc, l'armée, disons que je pense que c'est exagéré de dire que le recours à l'armée, ça me blessait les yeux de voir des soldats dans la rue de Montréal. Arrêtez. Les soldats étaient là simplement pour assurer un minimum de présence. Tout ce que je sais, c'est que ceux que nous, on a arrêtés, qui provenaient de, par exemple, de la Sûreté du Québec ou de la police de Montréal, eh bien, c'était des listes qui étaient confectionnées par les policiers à partir des dossiers, maintenant, avec leur appréciation de ce que ces personnes méritaient d'être arrêtées. On ne négociait pas, on leur a dit, écoutez, épargnez vos otages et vous serez sauvés. D'un autre côté, la cellule de financement Chénier qui avait pris M. Laporte n'ont pas accepté cette condition. Et eux, ils voulaient aller jusqu'au bout. Ils voulaient démontrer que leur souffle idéologique les disposait à aller jusqu'au meurtre prémédité et voulu. Ils ont voulu, toute leur attitude a été dans le sens de dire le problème est tellement entier que nous avons droit moralement de tuer au nom de notre